chers invités, chère assistance, bonjour. Je voudrais juste rappeler, par rapport à ceux qui ne disposent pas du programme, que la journée d'études va être ponctuée par deux grandes séances. Une première que j'ai le plaisir de modérer et qui a été préparée, j'allais dire, sous le signe de voyage, altérité et conscience de soi. Alors, cette première partie verra se défiler 4 intervenants. À la suite de cours, je pense qu'il y aura un débat. Et mon ami et collègue Karima Ziamari va prendre le relais pour modérer la deuxième séance. Donc, sans plus tarder, vous m'excuserez parce que je viens d'avoir la notice biobibliographique relative aux intervenantes et intervenants. Donc, je m'excuse auprès d'eux parce que je vais devoir être particulièrement sommaire en les présentant. Et donc, nous commençons avec une intervention de M. Abdelrahman Qadiri, qui nous vient de la faculté des lettres d'El Jadida. Son intervention est intitulée « Réécriture du récit de voyage et représentation de l'altérité dans Reconnaissance au Maroc de Charles de Foucault et Mardoché de Mustafa Kébir Ammi ». Je rappelle simplement que M. Abdelrahman Qadiri est enseignant de langue et littérature française en secondaire et doctorant à l'université Chouaïb de Kalia El Jadida. Ses recherches portent principalement sur la littérature maghrébine postcoloniale et sur les études interculturelles. Voilà. Donc, Monsieur Qadiri, je vous donne la parole. Et évidemment, je vais simplement devoir vous demander de vous en tenir au temps imparti à la communication, c'est-à-dire 20 minutes, de manière à ce qu'on puisse donner la parole à l'assistance. La parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je tiens à remercier les organisateurs de cette journée d'études qui m'ont permis d'intervenir ici. C'est surtout de faire d'être heureux et faire un bon voyage, Campulus. Pour vous parler effectivement du voyage. Donc, et le voyage dont je vais parler, c'est le voyage de Charles de Foucault, qui est entrepris à la fin du XIXe siècle au Maroc, qui est raconté dans son récit intitulé « Reconnaissance au Maroc ». Donc son voyage est archi connu, son exploration du royaume chérifien a beaucoup servi à l'administration coloniale française pour installer donc, le protectorat en 1912. Le voyageur a été accompagné par son guide, un juif marocain nommé Mardoché. Ce dernier a beaucoup aidé Charles de Foucault à mener efficacement son périple, surtout dans les régions jugées dangereuses. Malgré son rôle primordial pendant le voyage, Mardoché a été négligé dans le récit de Charles de Foucault. Mustafa Kébir Ammi, romancier algéro-marocain, a tenté de réhabiliter le personnage de Mardoché en réécrivant le récit de voyage de Charles de Foucault. Le roman de Ammi retrace presque le même itinéraire de Charles de Foucault, mais la source narrative y est accordée cette fois-ci à Mardoché dans un récit autodiégétique. Ce dernier prend la forme d'une confession où le guide Mardoché essaie de s'innocenter de sa contribution directe à la colonisation du Maroc. L'aventure de Charles de Foucault est racontée deux fois en deux récits, l'un factuel et l'autre fictionnel. Le récit factuel raconté par Charles de Foucault met en scène un ailleurs marocain ponctué par des jugements sur l'autre. Mardoché, à son tour, va raconter le même voyage, mais dans un récit fictionnel. Notre problématique naît du questionnement sur le positionnement de l'instance narrative. Est-ce le changement de l'instance narrative d'un récit à l'autre influence la représentation de l'altérité? Est-ce les objectifs du sujet itinérant engendrent-ils de nouvelles modalités de la rencontre avec l'autre? L'enjeu de notre exposé est de rendre compte, dans une approche comparatiste, des modalités qui gèrent la représentation altéritaire dans le récit de voyage. Donc, je commence par le premier point, c'est le voyage de Charles de Foucault, donc entre écriture et réécriture. Le voyage de Charles de Foucault est un voyage d'exploration. Il se distingue bien du voyage touristique qui conjugue étrangeté et exotisme. Le voyageur s'est bien documenté avant d'entreprendre son périple.
Et donc, il a écrit son récit, donc il y a un récit factuel. J'emprunte la définition de récit factuel en Umberto Eco, qui est défini ce récit comme une séquence d'événements réellement arrivés dont le locuteur croit qu'ils se sont produits ou veut faire croire qu'ils se sont réellement produits. C'est dans ces promenades dans les bois du roman et d'ailleurs. Donc, on a un témoignage de l'ami de Charles de Foucault avant le voyage, c'est le général Laprine, qui montre cet engouement de Charles de Foucault pour les Arabes. Parce que, donc, avant le voyage, il est venu en Algérie pendant une pacification. Voilà. Donc, je cite Laprine, il dit les Arabes avaient produit sur lui, donc lui c'est Charles de Foucault, une profonde impression. L'insurrection terminée, il demande un congé pour faire un voyage dans le sud et les étudier. N'ayant pu obtenir ce congé, il donne sa démission. Il va s'installer à Alger pour préparer donc, son grand voyage au Maroc. Donc, il avait 24 ans, donc il va démissionner pour faire un voyage. Lui qui était lauréat de l'école militaire de Saint-Cyr. Je cite ici son biographe, René Bazin. Il dit dans sa démission donnée, Charles de Foucault suivait le premier conseil de sa vocation, qu'avaient décidé les manœuvres autour de Sétif, les récits des vieux africains, la découverte d'un peuple nouveau, la guerre enfin contre le partisan. Il ne quitterait pas l'Afrique sans l'avoir étudié et serait homme d'action. Que ferait-il donc? Une des choses les plus difficiles fut il entreprendrait d'explorer le Maroc, pays fermé, défiant de l'étranger, cruel dans ses vengeances, mais si voisin de nos côtes. C'est manifestement destiné à compléter notre domaine, compte sûr en le parcourant d'aider la France de demain. Il vint à Alger, saisi par ce besoin de savoir s'il avait servi jusqu'à-là sans méthode, et s'enferma dans les bibliothèques, près de leçons d'arabe, et se met en relation avec les hommes qui pouvaient le préparer à une entreprise audacieuse. Fin de citation. La reconnaissance du Maroc est avant tout une œuvre scientifique, à la fois géographique, militaire, politique. Les qualités d'ordre et de précision qu'on y observe, chaque page, sont tout à fait étonnantes. Et puis encore, si l'on songe à toutes les difficultés ou dangers même que couraient l'explorateur s'il voulait prendre des notes. Il était enveloppé de gens qui soupçonnaient et étaient toujours donc en péril. Le voyage de Charles de Foucault, tel qu'il est raconté dans Reconnaissance au Maroc, est très méthodique. Le voyageur collecte des données selon un regard multiple. On y distingue de 3 dimensions. D'abord, dimension militaire. Charles de Foucault, quand il vient au Maroc, il essaie de donner des données qui serviront après pour la colonisation du Maroc. Certains, donc, par exemple, est-ce qu'on peut donc, faire des routes carrossables dans une région où il n'y a pas encore de routes, s'il y a des armes, quel type, même la quantité, et donc vraiment des données donc, très précises sur l'état, on va dire, du pouvoir aussi, des 5 de régions. Voilà. Une région plus petite qui s'appelle Bled Mekhzen, qui donc on peut circuler donc sans problème, et une autre région qui est plus vaste, qui est Bled Siva, qui présente donc Bled Mekhzen, c'est 1/6 du Maroc. Ce qui montre que voilà, on a ce regard conquérant. Deuxième dimension, c'est la dimension religieuse. Donc, quand Charles de Foucault arrive dans une ville, elle donne par exemple le nombre d'habitants, combien de musulmans, combien de juifs. La religion est très présente. Il va visiter les zawiyas, les marabouts, donc pour collecter des données donc, sur la religion au Maroc. Et en regard, on peut dire géographique, il essaie donc de faire des mesures. Donc les pentes, il a même des instruments scientifiques, le baromètre, la boussole. Voilà. Donc, on voit donc le regard de Charles de Foucault, on peut appeler ça un regard concurrent. On aurait une écriture concurrente définie par Michel de Certeau dans Comment on écrit l'histoire. Donc, je cite,
donc, c'est une colonisation du corps par le discours du pouvoir. Il va utiliser le Nouveau Monde comme une page blanche pour écrire le vouloir occidental. Donc il va avoir le Maroc, il va chercher toujours s'il y a possibilité de coloniser le Maroc. Voilà. Et comment, donc voilà, données précises sur ce côté-là. Voilà, donc Kéberami va essayer de réécrire ce voyage dans un voyage qui est un récit qui est fictionnel. Donc, c'est mon deuxième point. Le récit fictionnel, quand le subalterne prend la parole. Donc, dans cette même perspective, le roman de Kéberami, qui a pour intitulé Mardoché, voilà, met en scène un personnage qui prend la parole et narre sa version du cauchemar de l'histoire coloniale. Et donc, on a la figure de subalterne. Vous savez, donc, les outils subalternes sont nés en Inde, initiés par l'historien Anajit Koua. Il s'agit d'un projet historiographique qui rompt avec l'historiographie officielle, hégémonique. Il propose d'écrire l'histoire par le bas. Il octroie au peuple d'assurer la production de son histoire, d'où le recentrement de la figure du subalterne. Donc, Mustafa Kéberami réécrit l'histoire coloniale officielle qui paraît peu convaincante pour lui en matière de vérité. Je cite Kéberami. Au Maghreb, on a tronqué, on a falsifié, on a truqué la mémoire, on a truqué l'histoire. Dans ce contexte, l'auteur propose une écriture littéraire de l'histoire qui tente de remédier aux impostures historiques de la version officielle. Dans Mardoché, l'instance narrative est accordée au personnage éponyme. Elle tente de se justifier auprès de ses concitoyens dans un temps de confession pourquoi il a accepté de servir Joseph Alleman, qui est donc alias Charles de Foucault. Surtout que cette aide a contribué à ouvrir les portes aux colonisateurs pour occuper le Maroc. Je cite Mardoché dans le roman. Avec ce livre, je veux demander pardon aux miens, pardon de cette trahison, pardon d'avoir ouvert le pays à des souffrances à venir. Fin de citation. Le récit de Mardoché essaie de rétablir les non-dits de la reconnaissance du Maroc au Maroc, de Charles de Foucault, et nous révèle le Maroc précolonial. Le guide critique à maintes reprises l'ouvrage de Foucault. Le subalterne est ainsi doté d'une voix et pourrait devenir le sujet de sa propre histoire. Le roman de Kéberami est un récit fictionnel. Umberto Eco définit comme un récit qui feint seulement de dire la vérité, ou assume de dire la vérité dans le cadre d'un univers de discours fictionnel. Fin de citation. La fiction permet de dire du non-dit pour établir toute la vérité. Ce pouvoir romanesque est mis en valeur par Mario Vargas Llosa, qui parle de la vérité. Il dit le roman monte, ils ne peuvent s'en empêcher, mais ce n'est là qu'une partie de l'histoire. L'autre, c'est qu'en montant, ils traduisent une curieuse vérité qui ne peut s'exprimer que sous le masque et le manteau, déguisé en ce qu'il n'est pas. Donc c'est dans la vérité par le mensonge. Mustafa Kéberami, en réécrivant le voyage de Charles de Foucault, essaie de pallier au silence du voyageur. Sundus Sherif Tani souligne cette perspective du récit amien. Donc je cite, l'histoire officielle est renversée par cette nouvelle perspective. Au lieu de faire le voyage d'exploration au Maroc précolonial avec Charles de Foucault, faisons-le plutôt avec le Marocain juif Mardoché. Un autre oublié de l'histoire. Lisons l'histoire avec de nouvelles lunettes, dont seul le genre romanesque peut permettre et garantir la liberté. L'étonnant est que les fantaisies les plus improbables du récit de Ami trouvent un germe dans l'histoire réelle des marginaux. Il suffit de casser les carcans narratifs du vainqueur pour trouver quelques indices qui broient les lignes trop droites pour pacifier les prétendues vérités. C'est Gilles Tani, dans son article qui est pour intituler Kébé Mustafa Ami, faiseur développé formidable, en 2016. Ainsi, le roman Mardoché tente de faire ressurgir, en quelque sorte, les oublis involontaires de l'histoire ou ressusciter les omissions volontaires. Donc, à maintes reprises, Mardoché vous dire que donc, Charles de Foucault a
a beaucoup omis dans son voyage, il n'a pas dit tout. Par exemple, au début de la deuxième partie du roman, donc c'est le début du voyage, donc je cite Mardochée, cette aventure que d'aucuns ont qualifiée de tous les noms, j'ai convenu clouer dans ce lit et armé de ma seule bonne voix, de retracer fidèlement le parcours, bien moins glorieux que Joseph Alleman nous le laisse croire. Je ne tairai aucun épisode susceptible de me nuire ou de tenir un peu plus ma réputation. L'histoire ne s'empressera sûrement pas de retenir ma version des faits. Elle est l'œuvre d'un misérable, juif de surcroît, peu doué au surplis, pour enjoliver les choses comme ce diable d'Allemagne, donc il parle de Charles de Foucault, donc ce diable qui s'est donné de l'allure à sa prose et tourné à son avantage ce qui a priori pourrait lui servir. Son ouvrage se garde bien de dire les choses comme elles se sont déroulées et il n'y consigne que ce qui peut le grandir. Il a le souci constant d'omettre ce qui ne va pas dans ce sens, comme les aventures nombreuses qui n'avantagent aucun de nous. Mais ces pages, si ma plume ne fait pas le poids comparé à la sienne, auront le mérite d'exister pour donner à voir l'homme qui se cache derrière l'homme. Voilà. Cette volonté de dire les non-dits de premier essai dans Connaissance au Maroc. Un petit peu plus loin, on a Mardochée va même dire que la France, la situation de la France en Algérie. Donc l'histoire officielle dit que l'Algérie est colonisée, donc l'armée contrôle tout le pays. Il va mettre en question donc cela voilà, donc je cite, c'est au début du voyage, donc ils sont encore en Algérie, avant d'entrer au Maroc. Il dit donc les récits ne montrent pas qu'ils font état dans ces lieux d'histoire sordide, car la France pense qu'elle tient tout le pays, mais cela n'est que le récit des officiers par trop pressés de faire croire que cette vaste nation ne conteste plus d'être soumise. La réalité est tout autre. C'est la France, par la voix de ses responsables, aime à se montrer téméraire. Ses armées redoutent plus souvent qu'on ne croit de s'aventurer dans certaines régions, et celle où nous nous trouvons fait partie des plus périlleuses. Voilà. Donc, maintes reprises, on a cette intervention de guide pour dire que dans son maître, le voyageur Charles de Foucault, n'a pas dit toute la vérité. Par exemple, au moment où l'itinéraire même tracé par Charles de Foucault a été changé plusieurs fois, et même selon les conseils du guide, et cela n'est pas mentionné par Charles de Foucault dans son ouvrage. Par exemple, pour l'itinéraire, il dit qu'à l'épreuve des faits, il devait se voir contraint d'y apporter quelques changements notables sur conseil du vieux rabbin, c'est Mardochée, qui lui servait de guide. Ce qu'à ma grande surprise, il ne note pas dans son livre. Vraiment, il a marginalisé donc, son guide, qui a joué un rôle primordial pendant son parcours. Maintenant, on va attaquer la deuxième partie. Donc c'est l'altérité. Donc la représentation de l'altérité. Le voyage permet en général de rencontrer des individus porteurs de charges culturelles différentes. Abdullah Britzel avance que le texte littéraire, production de l'imaginaire, représente un genre inépuisable pour l'exercice artificiel de la rencontre avec l'autre. Il est actuellement redécouvert comme un médiateur dans la rencontre et la découverte de l'autre. À la lumière de cette citation, nous nous intéresserons à la représentation de l'autre dans les deux ouvrages. La rencontre a, théoriquement parlant, deux rapports principaux. Le premier est le dialogue qui instaure et favorise la diversité culturelle. Le second est le choc qui entraîne au contraire à une situation de crise et de conflit. L'autre, au miroir de Charles de Foucault, est sujet à des représentations. Les représentations, cette notion est définie par Aline Radikovitch, je cite, « Les représentations sont l'expression, non pas de la réalité, mais d'une réalité perçue, construite à travers le prisme du regard de celui qui observe, décrit, rapporte, du même juge et classe à travers ses cribles culturels.
La représentation est donc une interprétation acquise dans un contexte socioculturel circonscrit, projetée sur un autre contexte qui ne présente pas les mêmes caractéristiques. Donc Charles de Foucault est ce qu'on peut appeler un anti-exote. J'emprunte le terme à Victor Ségalin qui le définit comme, donc il appelle anti-exote, il définit le voyage exote comme celui qui est capable d'avoir la sensation du divers. Autrement dit, c'est celui qui est conscient de la différence de l'autre. Il classe parmi les non-exotes le colon, le touriste, qu'il appelle les proxénètes de la sensation du divers. Le rapport avec l'autre, ça commence avant le voyage par le choix de déguisement. Le déguisement, donc, il en parle même au début de son ouvrage.